Le soir tombait sur Princeton, et la bibliothèque universitaire s'enfonçait peu à peu dans le silence. Les pas du jeune journaliste résonnaient entre les rayonnages hésitants. Presque intrusif, il n'était pas venu chercher un livre, mais une trace. Une rumeur entendue au détour d'une conversation avec un archiviste âgé. On parlait d'un dossier oublié, rangé par erreur parmi les papiers de Kurt Gödel, l'ami et confide d'Einstein, depuis longtemps. Se montaient les corridors de l'histoire comme celui d'un homme à l'esprit dévoré par des vérités trop lourdes à porter. Dans une salle poussiéreuse, il ouvrit un vieux carton de documents. Jauni, son odeur de papier ancien emplissant l'air. La plupart des feuilles étaient des notes mathématiques, des correspondances techniques, rien qui puisse retenir l'attention d'un profane. Pourtant, au fond, dissimulé sous une pile de calculs illisibles, un cahier mince se présentait. Scellé par une ficelle effilochée, la couverture portait simplement une date, avril à 954 le cœur. Du journaliste se mit à battre plus vite. Il rompit le lien fragile et déplia les premières pages. L'écriture était serrée, précipitée, comme si chaque mot avait été jeté sur le papier dans la crainte d'être interrompu. En haut, une mention manuscrite, confession à ne pas publier. L'encre avait pâli mais la force des phrases demeurait intacte à mesure qu'il parcourait les lignes. Il comprit qu'il ne s'agissait pas de notes scientifiques ordinaires, c'était un récit, un témoignage, une conversation retranscrite avec une précision troublante. Le journaliste sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. Il avait entre les mains un document qui, s'il était authentique, pouvait bouleverser non seulement l'image que l'on se faisait d'Einstein, mais aussi l'histoire même de la science. Chaque phrase portait en elle un poids presque insupportable, comme si celui qui écrivait savait qu'il s'adressait à l'avenir, à ceux qui viendraient bien après lui. Il leva les yeux. Autour de lui, les murs sombres semblaient se rapprocher, comme pour protéger le secret qui venait d'être révélé. Il pensa un instant refermer le cahier, oublier ce qu'il venait de voir, mais une force plus grande que lui l'obligeait à continuer. Les mots appelaient, brûlants, interdits, empreints d'une urgence qu'aucun calcul, aucune équation n'aurait pu contenir. Dans ces lignes, Einstein parlait d'une rencontre, d'un entretien qu'il avait accordé à un journaliste inconnu. Quelques mois avant sa mort, ses réponses n'étaient pas celles d'un savant préoccupé par ses théories, mais celles d'un homme qui avait traversé la frontière invisible entre la science et le mystère. Ce manuscrit, pensa le journaliste, n'avait jamais dû voir le jour, et pourtant, il était là, entre ses mains tremblantes, comme un testament oublié. Échappé à l'oubli par un caprice du destin, le silence de la salle devint oppressant. Dehors, la nuit recouvrait Princeton, et quelque part, à travers les pages jaunies, la voix d'Einstein semblait renaître, prête à confier ce qu'il avait toujours tu. Les dernières années d'Einstein s'étaient déroulées dans une atmosphère de crépuscule, entre la renommée qui l'écrasait et une solitude presque choisie. À Princeton, sa silhouette voûtée arpentait chaque jour les mêmes rues, un manteau usé jeté sur les épaules, les cheveux toujours indociles, comme si le temps lui-même s'était incliné devant son indifférence aux convenances. Au milieu du monde, il restait l'icône absolue, le savant qui avait plié l'univers sous la force de ses équations. Mais derrière cette image publique, il portait en lui un secret plus lourd encore que la relativité, une vérité intime qu'il n'osa jamais partager ouvertement. Ses amis le décrivaient fatigué, mais jamais éteint. Le corps cédait, rongé par une maladie qu'il refusait de soigner autrement qu'avec patience. Mais l'esprit continuait à s'élancer dans des régions que peu d'hommes avaient osé explorer. Les visiteurs de son bureau se souvenaient de piles de papier, griffonnés de manuscrits inachevés, et surtout de longues pauses où il fixait la fenêtre, comme s'il cherchait dans le ciel de New Jersey un fragment des infinis qui lui échappait encore. Il avait toujours eu ce sourire discret, presque ironique, lorsqu'on lui parlait de Dieu. Aux journalistes officiels, il répondait par des formules prudentes, des phrases taillées pour ne choquer ni les religieux ni les matérialistes. Mais dans l'intimité, avec quelques proches, ses paroles prenaient une autre dimension. La science, disait-il parfois, n'explique que ce que nos instruments permettent de saisir, mais que savons-nous du reste? Personne n'osait vraiment insister. La gloire de son nom et le poids de ses découvertes suffisaient à maintenir ce voile pudique sur ses pensées les plus audacieuses. Le soir, lorsqu'il se retirait dans sa maison modeste, il retrouvait ce silence qui lui était devenu indispensable. Les heures s'étiraient. Entre lectures philosophiques et promenades solitaires au bord de l'étang voisin, là, son esprit glissait au-delà des équations, vers des questions que ni Princeton ni aucune académie n'aurait tolérées. Qu'est-ce que la conscience? Pourquoi existe-t-elle? Et surtout, que devient-elle lorsque le corps s'éteint? Ces interrogations revenaient comme des vagues insaisissables, mais de plus en plus pressantes à mesure que ses forces déclinaient. À ceux qui le voyaient alors, Einstein apparaissait comme un homme qui portait deux visages. Le premier, public, appartenait au savant célébré, sollicité, érigé en figure tutélaire de la raison. Le second, plus secret, appartenait à l'être humain conscient de sa fin prochaine, qui pressentait que la véritable découverte n'était pas dans les lois de l'espace ou du temps,
mais dans ce qui échappait à toute formule. Ainsi se déroulait son exil intérieur dans une Amérique fascinée par ses moindres paroles mais incapable de soupçonner que derrière chaque silence du vieil homme se cachait une certitude plus profonde, une vérité qu'il n'avait jamais osé offrir au monde. La nuit était tombée sur Princeton, enveloppant la petite maison d'un manteau de silence. Dans le bureau aux murs tapissés de livres, un feu discret crépitait dans la cheminée, projetant sur les rayonnages des ombres tremblantes. L'air sentait le papier ancien et le bois brûlé. Assis dans son fauteuil, un plaid posé sur ses genoux, Albert Einstein attendait. Sa silhouette amaigrie semblait pourtant immense, tant le regard qui brillait derrière ses lunettes contenait une intensité que le temps en avait pas altérée. La porte s'ouvrit timidement, un homme entra, maladroit, tenant contre lui un carnet noir. Il n'avait pas donné son nom, seulement un pseudonyme, comme pour se protéger lui aussi de ce qu'il venait chercher. On dit qu'il avait dû supplier, écrire des dizaines de lettres, avant d'obtenir cette entrevue. Peut-être Einstein avait-il accepté par lassitude, ou bien parce qu'il sentait que son heure approchait et qu'il ne pouvait emporter avec lui le fardeau de ses pensées. Le journaliste s'assit en face du savant. Quelques instants passèrent dans un silence presque irréel, seulement rythmé par le crépitement des bûches. Puis, d'une voix mal assurée, il posa la question que personne n'avait jamais osé formuler si directement à un professeur. « Croyez-vous à une vie après la mort ?» Un léger sourire étira les lèvres d'Einstein. Il ne répondit pas tout de suite. Ses doigts jouèrent avec le bord de son plaid. Ses yeux se perdirent un instant dans les flammes. Enfin, il leva la tête et dit d'une voix douce mais ferme, « Croire est un mot mal choisi, à mon âge. Je ne crois plus. Je sais. » Le journaliste sentit son souffle se couper. La réponse résonnait dans la pièce comme une déflagration muette. Il osa demander, presque incrédule, « Mais la science, votre science, a toujours nié l'existence de l'âme. » Einstein se pencha légèrement et dans un murmure, il lâcha, « Pas la mienne. Ce que l'on appelle la science officielle ne voit que ce qui se mesure par des instruments. Mais il existe des structures qui échappent aux formules, et moi, je les ai vues. » Le feu craqua dans la cheminée comme pour souligner ces mots. Le journaliste, la main tremblante sur son carnet, écrivit fébrilement, tout en lui criait qu'il n'aurait jamais dû entendre cela, que ses paroles n'appartenaient pas au domaine du public, mais son instinct lui disait aussi qu'il assistait à un moment unique, un instant arraché au voile du mystère. Einstein se redressa et reprit, sa voix plus grave, comme portée par une certitude intérieure, « La vie ne s'éteint pas avec la mort. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait, dans cette pièce close, à la lueur vacillante des flammes. » Le journaliste eut la sensation que le monde venait de basculer, et qu'il n'existait désormais plus de retour possible. Le feu projetait des éclats rougeoyants sur le visage d'Einstein, accentuant les rides profondes qui semblaient porter le poids de siècles de pensée. Il resta un moment silencieux, comme s'il cherchait une image assez pure pour traduire l'indicible, puis il leva légèrement la main, traçant un geste lent dans l'air, et ses mots prirent une résonance presque poétique. « Imaginez une vague sur l'océan, dit-il. Tant que le vent souffle, elle s'élève, se déploie, danse à la surface. Mais quand le vent s'éteint, la vague ne disparaît pas. Elle se fond simplement à nouveau dans l'océan dont elle est issue. Rien n'est perdu, son énergie demeure, son essence subsiste indestructible. » Le journaliste retenait son souffle, la comparaison, simple et limpide, semblait contenir une vérité qu'aucun traité de physique n'avait jamais formulée. Einstein poursuivit, ses yeux brillants fixés sur les flammes, « La conscience humaine est semblable à cette vague. Notre corps n'est qu'une forme provisoire, une expression passagère. Quand la chair s'éteint, ce n'est pas une fin, c'est un retour. » Ces mots flottaient dans la pièce avec une densité étrange, comme s'ils possédaient leur propre gravité. Le journaliste, la plume suspendue, osa à peine bouger de peur de troubler cette révélation. Einstein ferma les yeux un instant, puis reprit plus bas, « On croit que la mort détruit, mais la mort n'efface rien. Elle transforme, comme l'eau change d'état. La conscience change de forme, elle retourne à la source, à cette immensité que nous ne percevons qu'à travers des éclats fugitifs, une intuition, un rêve, une présence. » Il marqua une pause, et son regard se perdit vers le plafond, comme s'il voyait au-delà des murs, au-delà même du temps. « L'erreur des hommes, ajouta-t-il, c'est de croire que l'existence se résume à ce que l'on peut saisir avec les mains, ou enfermer dans une équation. La vérité est que nous sommes des fragments d'un tout bien plus vaste. Une onde, oui, mais inséparable de l'océan. » Le journaliste sentit un frisson courir le long de son dos. Chaque mot semblait allumer en lui une lumière ancienne, familière et pourtant oubliée. Il songea à ses propres pertes, à ces visages disparus qu'il croyait effacés, et soudain, l'idée que ces êtres ne s'étaient pas dissous dans le néant, mais qu'ils continuaient d'exister, mêlés à l'océan invisible, prit racine en lui avec une force bouleversante. Einstein sourit doucement, comme s'il avait perçu ce tumulte intérieur. « Vous comprenez maintenant pourquoi je ne parle pas de croyance. Croire suppose un doute, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ne laisse aucune place à l'incertitude. La conscience est éternelle. La mort n'est qu'un retour à
La mer infinie dont nous provenons tous. Dans le silence qui suivit, seule la voix du feu demeura fragile et claire. Comme l'écho de cette vérité immémoriale, le feu s'était apaisé, ne laissant que des braises rougeoyantes qui pulsaient comme un cœur vivant. Einstein, penché légèrement en avant, semblait parler plus pour lui-même que pour son interlocuteur. Sa voix avait pris cette gravité particulière qu'on retrouve chez ceux qui savent qu'ils touchent à une vérité trop vaste pour être contenue dans des mots. Depuis des siècles, commença-t-il lentement, la science a voulu réduire le monde à de la matière et de l'énergie. Nous avons cru que la conscience n'était qu'un produit secondaire du cerveau, une sorte d'illusion chimique. Mais c'est une erreur. La conscience n'est pas née de la matière. C'est la matière qui émerge dans la conscience. Le journaliste sentit ses doigts se crisper sur son carnet. Ces mots défiaient tout ce qu'il avait appris. Mais la certitude avec laquelle ils étaient prononcés leur donnait un point impossible à ignorer. Einstein poursuivit, ses yeux fixés sur un point invisible au-delà des flammes, sans observateur. Il n'y a pas de monde, ce que nous appelons réalité n'existe que parce qu'il y a une conscience pour l'accueillir. Vous comprenez? L'univers n'est pas une machine froide. C'est une scène qui prend forme au regard de celui qui l'observe. Il marqua une pause comme pour jauger la réaction de son visiteur. Le SILNC, chargé, semblait confirmer l'impossibilité de détourner le regard. Alors il reprit, les mystiques l'avaient dit avant nous. Ils affirmaient que le monde visible est une illusion, un voile. Ils le savaient avec leur cœur. Moi, je l'ai entrevu avec mes équations. Les expériences sur la lumière, sur les quantas, montrent que la matière n'a pas de réalité tant qu'elle n'est pas observée. L'observateur crée ce qu'il observe. Le journaliste se sentit saisi d'un vertige. Il regarda autour de lui, vers les étagères, la table, la lueur dansante du feu. Et une pensée étrange l'envahit, peut-être que rien de tout cela n'existait en dehors du regard qu'il portait, en dehors de la conscience qui les liait en cet instant. Einstein se redressa, ses yeux pétillants d'une intensité presque juvénile malgré son visage fatigué. La science et le mysticisme ne sont pas ennemis, dit-il. Ils sont deux langages différents qui décrivent la même réalité. Nous avons divisé ce qui n'était pas séparé. Mais tout pointe vers une vérité unique, la conscience est la racine de l'univers. Elle n'est pas le dernier chapitre de l'histoire, mais la première page. Il se tut. Et dans ce silence, le journaliste sentit que chaque mot continuait de résonner comme une onde invisible. Ce n'était plus un savant qui lui parlait, mais un témoin d'une vérité que l'humanité n'était peut-être pas encore prête à recevoir. Le bois dans la cheminée s'effondrait doucement, libérant une pluie d'étincelles. Einstein resta un long moment silencieux, les mains croisées, le regard perdu dans la danse des flammes. Quand il reprit la parole, sa voix n'était plus celle d'un savant cherchant à expliquer, mais celle d'un homme qui décrivait un paysage qu'il avait déjà contemplé de ses propres yeux. La mort n'est pas une fin, dit-il. Elle ouvre seulement une porte, mais derrière cette porte, tout n'est pas semblable pour chacun. Il existe des niveaux, des couches d'existence, ceux qui n'ont vécu que pour eux-mêmes, enchaînés au plaisir, au pouvoir, aux désirs éphémères, restent prisonniers des basses sphères. Leur conscience erre dans une sorte de reflet, condamnés à revivre les passions et les peurs qu'ils n'ont pas su dépasser. Le journaliste frissonna. L'idée résonnait comme une condamnation. Mais elle ne sonnait pas comme une menace. C'était une loi naturelle, inévitable, comme la gravité. Einstein reprit, ses yeux brillants d'une douceur inattendue, mais ceux qui, durant leur vie, ont cherché la vérité, qui ont su aimer, qui ont ressenti la douleur des autres comme la leur. Cela s'élève. Là, ils sentent qu'ils font partie d'un tout infini. Et pourtant, ils ne perdent pas leur identité. Ils se découvrent goutte et océan à la fois. Le journaliste osait à peine écrire, de peur que le grincement de sa plume ne profane ses paroles. Einstein ferma un instant les yeux, comme pour puiser plus loin encore. Mais ce n'est pas tout. La conscience ne s'arrête pas à cette découverte. Beaucoup choisissent de revenir. Nous appelons cela réincarnation. L'âme, si elle le désire, renaît dans un autre corps, dans une autre histoire, afin de continuer son voyage, d'apprendre ce qu'elle n'a pas compris, d'aimer encore plus profondément. Le journaliste releva la tête, incrédule. « Vous voulez dire que nous revenons volontairement ?» demanda-t-il. Einstein hocha lentement la tête. « Oui, mais il y a un moment où la conscience peut choisir autrement. Lorsqu'elle a appris, lorsqu'elle est prête, elle peut quitter le cycle et retourner à la lumière pure. Les anciens parlaient de libération, de nirvana. Ce ne sont pas des mythes, ce sont des noms différents pour une seule et même vérité, le retour au foyer originel. Le feu crépitait doucement, ponctuant ces mots comme une respiration. Dans ce bureau, le temps semblait suspendu. Le journaliste sentit une étrange paix l'envahir. Pour la première fois, il entrevoyait que la mort, loin d'être une disparition,
était peut-être le commencement d'un voyage plus vaste, où chaque âme avançait selon la trace qu'elle avait laissée dans le monde. La nuit s'épaississait. Et pourtant le journaliste ne ressentait aucune fatigue. Chaque mot prononcé par Einstein semblait ouvrir une brèche dans la trame du monde. Comme si l'air lui-même s'était chargé d'une gravité nouvelle, le savant se pencha vers lui. Ses mains jointes et ses yeux, derrière leurs verres ronds, brillaient d'une intensité calme. Les preuves, dit-il doucement, ne sont pas à chercher dans des laboratoires remplis d'instruments. Elles sont autour de nous. Visibles à qui veut bien regarder, seulement l'humanité, prisonnière de son obsession pour le mesurable, se détourne de ce qui ne peut être enfermé dans une équation. Il se leva avec effort, fit quelques pas jusqu'à la fenêtre et contempla l'obscurité. Sa voix, lorsqu'il reprit, vibrait comme si elle portait une mémoire ancienne. Pensez aux enfants qui se souviennent d'une autre vie, qui décrivent avec précision des lieux où ils n'ont jamais mis les pieds. Pensez à ces hommes et ces femmes que la mort a frôlés, qui sont revenus avec des récits impossibles, des visions de ce qui se trouve de l'autre côté. Leurs paroles ne sont pas des illusions, mais des éclats de vérité. Le journaliste baissa la tête. Troublé par ses propres souvenirs, il se rappela avoir lu un témoignage d'un enfant décrivant à maison d'un inconnu mort depuis longtemps, jusqu'au moindre détail. À l'époque, il avait souri. Sceptique, à présent, il sentait ce sourire se fissurer. Einstein revint s'asseoir et ajouta, d'une voix plus basse, il y a aussi ces instants où nous croyons entendre un appel intérieur. Une intuition qui nous guide sans explication. Ces pressentiments. Ces coïncidences qui dépassent la logique. Ces rencontres improbables qui changent le cours d'une vie, ce que nous appelons hasard étant réalité la langue de l'autre monde. Un silence pesa entre eux. Rempli seulement par le craquement des bûches, le journaliste n'osait plus écrire, fasciné, captif des mots. Mais comprenez, reprit Einstein, que ces signes demeurent voilés parce que nous ne sommes pas prêts. Si l'humanité recevait demain une preuve absolue que la conscience survit à la mort, cela ne la rendrait pas meilleure. La vérité doit être approchée comme une flamme fragile, trop proche, elle brûle, trop loin. Elle se perd. Voilà pourquoi elle se manifeste par touches subtiles. Comme des traces laissées dans le sable, le journaliste sentit un frisson le parcourir. Jamais il n'avait entendu une vérité si simple et si vertigineuse. Einstein conclut d'une voix qui ressemblait à une prière, nous avons déjà toutes les preuves. Mais elles se cachent dans le tissu de l'expérience humaine. Là-haut seule une conscience attentive peut les percevoir. Le matérialisme de notre époque est un voile. Un jour viendra où l'homme osera le soulever. Et alors il découvrira que l'éternité l'entourait depuis toujours. La nuit s'épaississait. Et pourtant le journaliste ne ressentait aucune fatigue. Chaque mot prononcé par Einstein semblait ouvrir une brèche dans la trame du monde. Comme si l'air lui-même s'était chargé d'une gravité nouvelle, le savant se pencha vers lui. Ses mains jointes et ses yeux, derrière leurs verres ronds, brillaient d'une intensité calme. Les preuves, dit-il doucement, ne sont pas à chercher dans des laboratoires remplis d'instruments. Elles sont autour de nous. Visibles à qui veut bien regarder, seulement l'humanité, prisonnière de son obsession pour le mesurable, se détourne de ce qui ne peut être enfermé dans une équation. Il se leva avec effort, fit quelques pas jusqu'à la fenêtre et contempla l'obscurité. Sa voix, lorsqu'il reprit, vibrait comme si elle portait une mémoire ancienne. Pensez aux enfants qui se souviennent d'une autre vie, qui décrivent avec précision des lieux où ils n'ont jamais mis les pieds. Pensez à ces hommes et ces femmes que la mort a frôlés, qui sont revenus avec des récits impossibles, des visions de ce qui se trouve de l'autre côté. Leurs paroles ne sont pas des illusions, mais des éclats de vérité. Le journaliste baissa la tête. Troublé par ses propres souvenirs, il se rappela avoir lu un témoignage d'un enfant décrivant à maison d'un inconnu mort depuis longtemps, jusqu'au moindre détail. À l'époque, il avait souri. Sceptique, à présent, il sentait ce sourire se fissurer. Einstein revint s'asseoir et ajouta, d'une voix plus basse, il y a aussi ces instants où nous croyons entendre un appel intérieur. Une intuition qui nous guide sans explication. Ces pressentiments. Ces coïncidences qui dépassent la logique. Ces rencontres improbables qui changent le cours d'une vie, ce que nous appelons hasard étant réalité la langue de l'autre monde. Un silence pesa entre eux. Rempli seulement par le craquement des bûches, le journaliste n'osait plus écrire, fasciné, captif des mots. Mais comprenez, reprit Einstein, que ces signes demeurent voilés parce que nous ne sommes pas prêts. Si l'humanité recevait demain une preuve absolue que la conscience survit à la mort, cela ne la rendrait pas meilleure. La vérité doit être approchée comme une flamme fragile, trop proche, elle brûle, trop loin. Elle se perd. Voilà pourquoi elle se manifeste par touches subtiles. Comme des traces laissées dans le sable, le journaliste sentit un frisson le parcourir. Jamais il n'avait entendu une vérité si simple et si vertigineuse. Einstein conclut d'une voix qui ressemblait à une prière, nous avons déjà toutes les preuves. Mais elles se cachent dans le tissu de l'expérience humaine. Là-haut seule une conscience attentive peut les percevoir.
Le matérialisme de notre époque est un voile. Un jour viendra où l'homme osera le soulever. Et alors il découvrira que l'éternité l'entourait depuis toujours. Le silence pesait dans la pièce. Seulement troublé par le souffle du feu qui mourait peu à peu, Einstein s'adossa au dossier de son fauteuil, visiblement épuisé, mais son regard demeurait vif, presque brûlant. Il sembla rassembler ses forces, comme si ce qu'il allait dire maintenant était plus important que tout ce qu'il avait confié. Jusque-là, toute ma vie, j'ai gardé le silence, murmura-t-il. Je savais que si je parlais trop tôt, on me traiterait de fou, de mystique égaré. Tout ce que j'avais construit, chaque équation, chaque découverte, aurait été réduit à néant par une seule étiquette. Je me suis tu pour protéger mon œuvre et pour éviter que mes paroles soient utilisées contre la science. Mais maintenant, à l'approche de la fin, je n'ai plus rien à perdre. Le journaliste, le crayon suspendu au-dessus du papier, sentait que ce moment ressemblait à un aveu ultime, à une confidence faite non pas à un homme, mais à l'humanité tout entière. Einstein reprit d'une voix plus ferme, presque solennelle: nous croyons que nos actes disparaissent avec nous, que nos pensées s'effacent comme la fumée. C'est faux. Chaque pensée, chaque mot, chaque geste laisse une empreinte. Rien ne se perd. Le bien comme le mal se tissent dans la trame invisible de l'univers. Voilà pourquoi l'homme doit vivre comme s'il était éternel. Parce qu'il l'est. Ses mains tremblaient légèrement, mais il poursuivit, habité d'une intensité qui faisait oublier son corps fatigué. La véritable responsabilité humaine ne réside pas dans les lois écrites par les hommes, mais dans cette vérité. Nous sommes responsables de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous pensons, car rien ne s'efface. Les crimes, les mensonges, les trahisons pèsent, mais la bonté, la tendresse, l'amour pèse aussi. Tout demeure. Il se tourna vers le journaliste, le fixa avec une gravité qui ne souffrait aucun doute. C'est cela que je veux laisser comme testament, que l'homme comprenne que sa vie n'est pas limitée par la chair, que ses pensées façonnent le monde bien plus que ses machines. Nous construisons des armes, nous inventons des outils, mais nous oublions que la conscience est la véritable force créatrice. Le journaliste sentit ses yeux s'embuer, incapable de soutenir plus longtemps ce regard chargé de vérité. Einstein se leva avec difficulté, s'approcha de la fenêtre où l'aube commençait à dissiper la nuit, et dit presque pour lui-même: l'humanité se tient au bord d'un gouffre, elle court vers le progrès matériel, mais son esprit demeure enfant. Si elle n'apprend pas à se connaître, à assumer la responsabilité de son immortalité, alors la science, au lieu de sauver, détruira. Il se retourna enfin. C'est très éclairé par la pâle lueur du matin. Mon œuvre appartient au passé. Mon message appartient à l'avenir. Souvenez-vous-en, rien ne disparaît. La nuit s'était consumée dans le silence du bureau, et les premières lueurs du jour glissaient déjà derrière les rideaux. Le feu, réduit à quelques braises, jetait encore une chaleur fragile. Comme une respiration au rythme ralenti, Einstein se tenait debout devant la fenêtre entr'ouverte, son visage baigné d'une clarté timide. Ses traits fatigués semblaient adoucis par cette lumière nouvelle, comme si la nuit avait emporté une part du fardeau qu'il portait. Le journaliste, toujours assis, n'osait bouger. Ses notes, noircies jusqu'à la dernière page, tremblaient entre ses doigts. Il avait la sensation d'avoir été le témoin d'un événement qui dépassait sa propre existence, comme si le vieil homme avait ouvert devant lui une porte interdite, révélant ce que l'humanité refusait obstinément de regarder. Einstein se retourna, ses yeux clairs fixant le jeune homme avec une intensité douce mais implacable. Sa voix, bien que faible, vibrait d'une certitude inébranlable. La mort n'est pas une fin, dit-il, elle est une porte qui s'ouvre vers une autre forme d'existence. Nous la craignons parce que nous ne comprenons pas que l'essentiel ne disparaît jamais. Le journaliste sentit un frisson l'envahir. Il pensa à ses propres deuils, au visage perdu qu'il croyait effacé. Et dans ce moment suspendu, il comprit qu'il n'était pas absent, seulement dissous dans cet océan dont parlait le savant. Einstein approcha du bureau, posa une main tremblante sur le carnet du journaliste et ajouta dans un souffle: et l'amour est la seule réalité qui ne disparaît pas. Tout le reste s'efface, se transforme, mais l'amour demeure. Il nous relie au-delà des corps, au-delà du temps. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un sceau posé sur tout ce qui venait d'être dit. Le journaliste avait la gorge serrée. Incapable de répondre, il se contenta d'acquiescer, conscient que cette phrase, si simple, contenait l'essence de tout un testament. Un chant d'oiseaux monta soudain de l'extérieur, perçant le silence de la nuit finissante. Le jour s'ouvrait lentement, effaçant l'obscurité. Einstein, immobile, observait l'horizon. Ses épaules voûtées semblaient se redresser un instant, comme si cette aube lui rendait un souffle de jeunesse, puis il se détourna, fatigué mais apaisé, et s'assit à nouveau dans son fauteuil. Le journaliste referma son carnet, le cœur battant. Il savait qu'il emporterait ce secret, qu'il en serait le gardien silencieux jusqu'au moment où l'humanité, peut-être, serait prête à l'entendre. Dans le bureau, la lumière du matin baignait désormais chaque objet.
Chaque livre, chaque ride du visage du savant. Et dans cette clarté fragile, ces dernières paroles résonnaient encore. Comme une vérité éternelle, la mort n'est qu'une porte, et au-delà. Seule demeure l'immensité de l'amour.